Bonjour à tous et surtout très bon dimanche, oui, parce que nous sommes dimanche. Je reconnais que c'est très inhabituel pour moi de m'adresser à vous par ce canal et dans cette posture, mais j'ai tellement été interpellé par certains parmi vous, notamment Inbox, pour m'inviter à réagir par rapport au dernier sommet Afrique-France qui s'est tenu il y a 2 jours à Montpellier. Alors j'ai même proposé à certains d'attendre demain lundi pour que je sois dans les meilleures conditions pour me prononcer, mais non, ils m'ont répondu à urgence, ça ne peut pas attendre. Et comme moi-même, j'ai eu du mal à trouver le sommeil ces 2 derniers jours, justement du fait des multiples implications et des réactions après ce sommet, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire cette nouvelle formule-ci avec vous et surtout d'échanger avec vous sur la question. Alors, de prime abord, je tiens à dire, comme vous l'avez tous constaté, qu'il n'est pas bénéfique pour nous autres Africains que nous nous divisions davantage que nous le sommes aujourd'hui. Je sais qu'il y a 2 camps qui se sont créés à l'issue de ce sommet. Un camp qui pense que c'était un sommet révolutionnaire, qui a eu des avancées extraordinaires, qui avait de l'originalité et tout. Et un autre camp qui pense totalement le contraire et qui pense qu'on s'est retrouvé malheureusement dans une situation où la France est toujours dans son rôle de papa fouettard qui essaye effectivement de tenir tout le monde. Mais je pense que nous devons pouvoir très humblement dépasser ce clivage-là parce qu'il sera forcément contre-productif. De prime abord, ce qui s'est passé à Montpellier, il faut le reconnaître, est innovant. C'était une nouvelle façon de faire. Mais c'est le seul côté positif qu'on peut noter à ce sommet-là. Parce qu'en réalité, il ne faut pas que nous tombions une fois de plus, à mon sens, dans le piège qui nous est tendu. Oui, parce que Montpellier, c'était un nouveau piège orchestré par la France, justement, pour continuer à garder la main mise sur ses anciennes colonies ou alors ce qui reste de son précaré africain. Donc, il faut toute proportion garder, éviter tout triomphalisme parce que justement, on a vu les gens s'extasier par rapport à ce qui s'y est passé, mais je voudrais rapidement vous rassurer, il n'y a aucune raison manifeste de triompher ou bien il n'y a aucune raison de crier sur tous les toits. Même s'il faut reconnaître que nos frères et sœurs qui ont intervenu là-bas ont fait preuve de courage, d'audace. Il fallait pouvoir avoir ces qualités-là pour s'exprimer comme ils l'ont fait, mais il ne faut pas se leurrer. C'était bien encadré, même si ça n'a pas eu l'air, dans un cadre précis. Et si le ton a pu être autant libre, c'est parce que justement la France a voulu que ce soit ainsi. Comme vous le savez, ceux qui ont participé au sommet ont été choisis, donc on ne choisit pas au hasard. On savait effectivement que c'était des gens qui pouvaient parler comme ça et la France avait besoin qu'on lui parle comme ça parce que justement, ça devait lui donner l'occasion derrière de réagir et de se donner le bon rôle. Donc il faut bien qu'on comprenne. Donc j'ai entendu des gens traiter ceux de nos frères qui ont participé à cette conférence de traîtres, etc. Non, je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à là, il ne faut pas être dans une forme de radicalisme. Je pense que ça ne profite à personne. Je pense que certains, ils sont allés de bonne foi avec justement la ferme conviction de leurs idées, la ferme envie de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensaient, notamment au président français. On ne peut pas leur reprocher cela. Cela dit, ce qu'il faut noter, c'est que cette conférence, moi, m'a rappelé étrangement une autre conférence, cette fois-là plus lointaine. C'est la fameuse conférence de Brazzaville de 1944. On est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et le général de Gaulle, justement à l'époque, organise cette grande conférence que certains vont qualifier de conférence historique, qui va être pour certains, et on nous l'a même enseigné dans les livres d'histoire, comme l'élément déclencheur de la décolonisation en Afrique, alors qu'à Brazzaville, il était question de tout, justement, sauf de décolonisation, sauf d'indépendance. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment-là, déjà en 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France a très vite compris qu'il fallait absolument changer. Parce qu'au-delà
des luttes internes qu'il ne faut pas négliger. Il y avait également une pression externe, notamment des États-Unis qui devenaient à ce moment-là une puissance très importante sur la scène internationale, ainsi que l'URSS, ou l'ex-URSS si vous préférez, ce qui est devenu la Russie aujourd'hui, même si ça a été amputé de certains territoires, qui eux étaient favorables à l'indépendance des colonies, parce qu'eux n'ayant pas de colonies, ils trouvaient totalement anormal que la France puisse justement avoir autant de colonies, d'autant plus que la puissance française sur la scène internationale ne reposait que sur ces colonies qu'elle avait en Afrique. Donc il a fallu à un moment donné pour la France réagir. Et c'est là où elle a été, entre guillemets, maligne, parce qu'elle a anticipé ce que pourrait être l'Afrique de demain. Donc, il a fallu, au cours de cette conférence de Brazzaville-là, essayer de faire avancer un certain nombre de choses. Mais si vous revoyez cette conférence, si vous réécoutez le discours de De Gaulle, il est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'est pas question d'autonomie, il n'est pas question d'indépendance, il n'est pas question de décolonisation. Le but, c'est de faire une sorte de réforme, de faire évoluer justement l'empire colonial français. C'était ça le but de la conférence, parce qu'effectivement, le général de Gaulle et tous ceux qui l'entouraient à l'époque avaient très bien compris que la colonisation sous sa forme à cette époque-là ne pouvait plus continuer de la même manière. Donc il a fallu effectivement préparer ça, et c'est ça qui va conduire à des changements forts comme justement la participation de certains Africains à l'Assemblée nationale française. On a eu justement à ce moment-là, grâce aux résolutions de la conférence de Brazzaville, l'émergence de nouveaux leaders africains très affidés, il faut le dire d'emblée, à la France comme les Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny, etc., qui vont siéger à l'Assemblée nationale française. Et vous comprenez bien que ce n'est pas par hasard qu'au lendemain des indépendances, ce sont eux qui vont se retrouver à la tête des différents États. Donc c'était un calcul déjà à Brazzaville où la France avait besoin de mettre un mécanisme pour lui permettre de contrôler ses colonies, quoi que cela lui en coûte, et malgré l'évolution du monde. Et vous comprenez bien pourquoi, quand il a fallu effectivement décoloniser, la France ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Il ne faut jamais penser que la France a octroyé les indépendances, comme j'entends parfois certains le dire. Non, il y a eu deux facteurs importants qui ont contribuer à ce qu'on a appelé à ce moment-là les indépendances africaines. Le premier facteur, effectivement, ce sont ces luttes internes où nous avons des nationalistes qui se sont battus, notamment en Algérie ou au Cameroun, mais il y a eu aussi le contexte international avec cette Deuxième Guerre mondiale, l'émergence de nouvelles puissances et le nouveau discours qui s'est développé notamment au sein des Nations Unies sur l'autodétermination des peuples. Donc, la France stratégiquement va anticiper et va changer la manière dont elle va faire la colonisation. Donc, il n'était pas question d'arrêter la colonisation, il fallait la faire évoluer. Et c'est pour cela qu'on a très tôt, à ce moment-là, signé ces fameux accords qui continuent à lier certains de nos pays jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour cela que je pensais qu'il était nécessaire de faire ce recours à l'histoire pour comprendre ce qui se joue à Montpellier. En fait, Emmanuel Macron et son équipe ont très bien compris que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et qu'ils ne peuvent plus compter dans le futur sur la méthode qui a longtemps marché, sur cette fameuse France-Afrique, parce qu'ils savent très bien que tôt ou tard, ils vont devoir, comme ça a déjà été le cas dans certains pays, se passer des Denis Sassou Nguesso, des Paul Biya, des Ali Bongo, etc. Et qu'il va forcément avoir une nouvelle élite africaine comme celle qu'on a vue à Montpellier, c'est-à-dire moins complexée ou pas complexée du tout, audacieuse, et il va falloir composer avec elle. Et si elle ne veut pas être surprise, il faut alors qu'elle anticipe. Et c'est pour cela que ce sommet était important et fondamental pour la France, pas pour l'Afrique, pour la France. Donc, c'est pour cela qu'on l'a organisé de cette manière, qu'on a fait venir effectivement ces jeunes Africains qui représentent le futur et on a laissé le temps libre volontairement. Je dis encore volontairement parce que c'était une stratégie. Vous avez bien vu les échanges, ça donnait envie, ça faisait rêver. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça parce que ça, c'est la mise en scène aussi.
savez, une conférence, c'est davantage une mise en scène parce qu'on veut passer un message. Et vous avez bien vu le relais accordé à cette conférence par les différents médias français. Ça veut dire que c'était une volonté que les choses se passent ainsi. Et là où c'est un piège, c'est que justement, ce qui intéresse la France actuellement, c'est de contrôler ses relations futures avec l'Afrique. C'est-à-dire que comment on fait pour les 20, 30, 50, 100 prochaines années. Et c'est souvent là où nous autres Africains, nous péchons. Nous sommes prisonniers de l'immédiat. Nous ne pensons pas plus loin. Les autres, ils anticipent. Ils ont bien compris. Je peux prendre comme exemple justement la réforme du franc CFA dans la zone UEMOA, en écho. La France a très bien vu que le franc CFA commençait à devenir un réel problème grâce au travail de certains acteurs de la société civile africaine qui ont fait un travail exceptionnel. Je pense par exemple à Kémy Séba et les autres qui ont travaillé effectivement pour dire c'est plus possible qu'on continue à nous imposer cette monnaie-là. Mais ce qui est frappant, c'est qu'au lieu que ce soit les Africains qui prennent les devants pour dire bon, on va reformer le franc CFA, on va trouver d'autres mécanismes, c'est la France qui a anticipé et qui a quasiment conduit de manière assez alambiquée et controversée cette réforme du franc CFA dans la zone UEMOA. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, si je n'anticipe pas, je peux être surpris. Donc, il vaut mieux anticiper pour me rassurer que je garde le contrôle. C'est pour ça qu'on a fait cette pseudo-réforme du franc CFA en écho, où en réalité, ce qui change, c'est le nom, parce que le fond est quasiment le même. C'est toujours la France avec cette fameuse garantie qui décide de tout. Donc, c'est exactement ce qui s'est joué à Montpellier. Donc, il n'y a pas véritable révolution, il n'y a pas grand changement. C'est juste dans la forme, dans le fond, effectivement, c'est toujours la même chose qui est en train de se jouer. Donc c'est pour cela que c'est important que nous ne tombions pas dans ce type de piège et que l'Afrique, une fois de trop, ne se fasse pas avoir. Parce que, premièrement, je l'ai dit à plusieurs reprises dans plusieurs de mes chroniques, c'est déjà un non-sens, un sommet Afrique-France. Ça n'a aucun sens. Il faut bien qu'on se le dise une fois pour toutes. La France n'a pas vocation à réunir l'Afrique. Première chose. Deuxième chose, quand on dit Afrique-France, c'est quelle Afrique? Moi, j'ai bien vu au sommet de Montpellier, je ne suis pas sûr que c'est l'Afrique qui était ou alors toute l'Afrique. On devrait dire le sommet France et une partie de l'Afrique, et je dirais même et une partie de l'Afrique francophone. Il faut qu'on arrête de nous laisser manipuler. Ce n'est pas l'Afrique qui a été réunie à Montpellier, c'est une partie de l'Afrique francophone si on veut, ou alors une partie de l'Afrique. Ce n'est pas toute l'Afrique qui était. Ça, c'est la première chose. Et comme je le dis tous les jours, il y a quand même un certain nombre d'éléments palpables qui doivent nous amener à nous inquiéter. Pourquoi est-ce qu'un petit pays comme la France va réunir l'Afrique? Je l'ai tantôt dit et je l'ai souvent dit, que ce soit un sommet Chine-Afrique, moi, ça me pose moins de problèmes parce que la Chine, c'est un pays continent avec la superficie que vous connaissez, avec la population que vous connaissez. Que ce soit un sommet États-Unis-Afrique, ça aussi, ça passe parce que les États-Unis, effectivement, comme vous le savez, c'est un pays continent avec tout ce que vous savez. Que ce soit un sommet Afrique-Union européenne, ça a du sens. Mais je ne comprends pas la pertinence d'un sommet Afrique-France. Et c'est ça le ridicule dans lequel nous autres Africains nous tombons très souvent. C'est pour ça que vous allez voir Turquie-Afrique, Chine-Afrique, Japon-Afrique, États-Unis-Afrique. Chacun fait son sommet avec l'Afrique. Chacun a sa politique africaine. Mais nous autres Africains, autant pour moi, quelle est notre politique vis-à-vis de l'extérieur? Donc ça, c'est vraiment un réel problème. Je l'ai toujours dit, la France, c'est une 60aine de millions d'habitants. C'est une superficie qui ne vaut même pas la RDC. Je crois que la RDC, c'est 3 fois la France. En termes de population, la RDC, c'est officiellement 80-90 millions d'habitants, mais on doit être dans les 100 millions d'habitants. Et comme je disais tantôt, la France, c'est 65 millions d'habitants, ou au grand maximum 70 pour ne pas se tromper dans les chiffres. Le Nigeria seul, il est à plus de 120 millions d'habitants. Mais comment vous voulez que 65 millions d'habitants réunissent 1,2 milliard d'habitants, qui est quasiment la population de l'Afrique si on faisait les choses correctement en termes justement
de comptage. Donc, il y a un réel problème. Il faut qu'on arrête ça. Ça n'a pas de sens. Deuxièmement, pour revenir au sommet lui-même, il y a un certain nombre de résolutions. J'ai entendu beaucoup, effectivement, d'Africains s'attaquer à l'historien Achille Mbembe et tout, qui a fait ce rapport. Je veux dire qu'il faut aussi que nous, on évite de tomber dans le piège de l'invective systématique. Il y a beaucoup de choses à redire sur le rapport qui a été fait par Achille Mbembe. Je présume qu'il ne l'a pas fait seul, mais on doit pouvoir le dire d'une certaine manière. Au sorti du sommet, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend des choses assez extraordinaires. Première chose qui m'a frappé, la mise sur pied d'un fonds de 30 millions d'euros pour aider l'Afrique à la démocratie. Je veux dire, je me suis arrêté pour ne pas m'étouffer parce que je trouve ça tellement risible pour au moins deux raisons. La première raison, c'est notre sœur du Burkina Faso, malheureusement je n'ai pas retenu son nom, qui a fait une brillante intervention, a repris une pensée de Kizerbo sur le développement en disant « on ne développe pas, on se développe ». Et j'ai envie de reprendre ça pour la démocratie. On ne démocratise pas, on se démocratise. Quel intérêt la France a à financer la démocratie en Afrique? Quel intérêt? Que gagne la France à ce que nos pays soient plus démocratiques qu'ils ne le sont aujourd'hui? S'ils avaient un réel intérêt, ça se saurait. Donc, il faut qu'on évite de tomber dans ce piège-là. En fait, c'est de l'argent qui va être donné à une société civile qu'on veut contrôler, effectivement, pour l'utiliser par la suite comme moyen de pression sur les différents régimes. Donc, il ne faut pas qu'on soit naïf. Et deuxièmement, le montant. Le montant est tellement ridicule. Quand on parle de 30 millions d'euros, c'est tellement ridicule et l'Afrique n'a pas besoin de cet argent-là. En réalité, 30 millions d'euros, qu'est-ce que cela représente? Il suffit de la diaspora d'un seul pays africain pour mobiliser le double, voire le triple. Demandez-vous ce que la diaspora africaine est à mesure d'apporter à l'économie africaine ou apporte à l'économie africaine. C'est des montants exorbitants. Donc, il faut qu'on sorte de cette politique de mendiant assis sur une mine d'or. L'Afrique n'a pas besoin de cette manne-là. Si la France veut vraiment nous aider, elle n'a qu'à veiller à ce que toutes les multinationales françaises qui sont en Afrique arrêtent de faire de l'évasion fiscale, arrêtent de piller de manière totalement abusive les ressources africaines. Et vous verrez que cet argent-là pourra permettre aux Africains de financer leur propre démocratie. Donc il y a pour moi des choses comme ça qui sont totalement des non-sens. Et il faut qu'on arrête avec cela. Dans la proposition justement d'Achille Mbembe, il y avait la création de cette maison de l'Afrique, de la France, de diaspora, etc., qui a été entérinée par Macron. Vous comprenez pourquoi je dis quand on vient au sommet, c'est souvent la mise en scène. Vous vous doutez bien que ce n'est pas le même jour que ces résolutions ont été prises. Et on vous dit, ok, on va faire cette fameuse maison, il va falloir réécrire l'histoire de l'Afrique. Et tenez-vous bien tranquille, cette histoire doit être réécrite avec les Français. Les Français et les Africains doivent écrire. D'où vient-il qu'on ait besoin de la France pour écrire notre propre histoire? On n'en a pas besoin. Si on veut réécrire l'histoire de l'Afrique, c'est qui est un impératif. Il faut le faire nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin de votre bourreau pour venir vous raconter les tortures que vous avez eu à subir. Il n'y a que les Africains qui pensent ça. Parce que la France n'a pas eu besoin de l'Allemagne pour écrire son histoire. Elle a écrit son histoire. Donc les Africains doivent écrire leur histoire, leur propre histoire. Et je pense qu'il y a plein d'Africains qui le font déjà. Si je veux parler du travail extraordinaire que fait Alain Foka depuis des années à travers Archives d'Afrique, il n'a pas eu besoin d'attendre la France pour le faire ou d'attendre l'aval de la France ou le financement de la France pour le faire. Nous avons beaucoup d'autres historiens en Afrique qui travaillent pour réécrire l'histoire de l'Afrique. Donc on n'a pas besoin de la France pour écrire notre histoire ou pour réécrire notre histoire, parce que si elle est là, elle ne sera pas notre histoire, parce qu'elle ne nous laissera jamais dire toutes les vérités. Elle va essayer d'encadrer, ne serait-ce qu'éditorialement, ce travail pour qu'on ait encore une version édulcorée de l'histoire. Donc, si on veut écrire notre histoire, nous devons l'écrire nous-mêmes. Si nous voulons grossir des traits, libre à nous de le faire, parce qu'on n'écrit pas son histoire pour les autres, on l'écrit d'abord pour soi-même, pour donner un cap aux nouvelles générations. Donc ça, ce sont des choses qui me semblent être des réels problèmes qu'il faut pouvoir
adresser. Donc, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ce sommet-là, mais je me suis dit, comme vous l'avez tous signalé, il est urgent de réagir, que je ne pouvais pas attendre, il fallait que je me prononce un peu. Je n'ai pas fait le tour, vous vous doutez bien de la question. Je propose d'ailleurs qu'on ait une autre occasion pour en parler, peut-être dans un Facebook Live. Je n'en ai jamais fait de ma vie, mais peut-être que ce sera l'occasion, parce que je préfère toujours que ce type d'échange soit interactif. Contrairement à ce que on peut croire ou penser, je suis très mal à l'aise avec les monologues. J'aime mieux quand c'est interactif. On pourra partager nos idées, nos positions, nos visions, nos expériences et tout. Donc, ce n'est que le début. C'est une sorte de mise en bouche que j'ai voulu faire aujourd'hui par rapport à ce sommet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, et Dieu sait que c'est normal, et j'espère que nous aurons l'occasion effectivement d'en reparler dans les prochains jours. Pour terminer, je voudrais juste dire, arrêtons de nous diviser. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de s'attaquer entre nous. Non, il faut estimer que chacun joue un rôle. Et on peut considérer que nos frères qui étaient à Montpellier sont des agents infiltrés que nous avons envoyés cette fois-là pour aller cerner un peu des choses, et que nous allons avec eux essayer de nous mettre ensemble, discuter pour voir la meilleure stratégie pour aborder cette relation que nous voulons avec le reste du monde. Ce n'est pas une affaire de la France, parce que c'est une affaire de l'Afrique et le reste du monde. Et il faut bien comprendre que notre relation avec le reste du monde, ces grandes puissances-là, c'est d'abord un rapport avec un ennemi. Il faudrait que cette relation évolue pour que l'ennemi quitte du statut de l'ennemi à adversaire, et qu'on puisse quitter du statut d'adversaire à partenaire. Parce que j'entends beaucoup de gens parler de partenariat. Il n'y a pas de partenariat avec des ennemis. Il faut bien que nous puissions faire évoluer cette relation-là. Donc voilà ce que je pouvais dire comme ça au pif ce dimanche de manière exceptionnelle sur ce sommet. Mais comme je l'ai dit, beaucoup de choses restent à dire, et je vous propose qu'on ait une autre occasion pour en parler si vous en avez convenance. Merci beaucoup pour votre temps, et on se retrouve très vite pour pouvoir échanger. Bon dimanche à tous.